J'explique la raison pour laquelle j'ai choisi ce lieu pour débuter l'excursion. Alors tout d'abord, on est à proximité de la gare du Nord, donc ça paraît évident, hein, on est à, je sais pas, on a peut-être marché un quart d'heure, je ne sais pas très bien, pour arriver ici, et donc il m'a semblé que c'était logique de commencer par ici sans devoir prendre immédiatement le métro. Ça c'est la première chose. Alors, il y a une deuxième raison pratique. Cette raison pratique, c'est que ça nous permet d'avoir un panorama général de la ville de Paris. Hein? Je vais vous montrer un certain nombre de lieux que vous identifierez ensuite, comme je vous l'ai dit, sur la carte, les deux cartes panoramiques qui se trouvent là. Alors, comme monument très très important qu'on peut voir, alors il y en a qui surgissent d'emblée parce qu'ils sont au-dessus de l'horizon. Hein, on voit la gare du Nord là, la gare de l'Est, on voit là-bas le Panthéon, on voit Notre-Dame, je ne sais pas si vous voyez les deux tours de Notre-Dame là-bas, on voit également la tour Saint-Jacques, dont je vous parlerai cet après-midi, la tour qui est très très grande, la tour noire, c'est la tour Montparnasse. La tour Montparnasse. Alors, hélas, il y a un pâté de maison ici, mais si ce pâté de maison était rasé, parce que je n'ai pas l'intention évidemment d'imaginer, on pourrait voir l'opéra. Alors la coupole dorée que vous voyez là-bas, ce sont les Invalides. Je ne sais pas si vous voyez derrière l'arbre, il y a une coupole dorée, ce sont les Invalides. Et alors derrière, on peut voir la Tour Eiffel. Et dans cette direction-là, on peut voir également l'Arc de Triomphe. On les verra quand on sera un petit peu plus haut, hein, quand je vous expliquerai, quand on sera devant le monument dédié aux chevaliers de la Barre. Donc on aura l'occasion de les voir à ce moment-là. Ça, ce sont les raisons pratiques. Alors maintenant, il y a une raison, je dirais, plus philosophique, plus pédagogique aussi, pour laquelle je m'arrête ici. Bien parce que ça nous permet en fait de voir Paris de haut. Pas seulement d'un point de vue topographique, mais de considérer un petit peu l'histoire de haut. Parce que, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Jean Jaurès, le fondateur du Parti socialiste français en 1905, on doit partir de l'idéal, de la réalité pour aller à l'idéal, et puis de l'idéal pour retourner à la réalité. La réalité, c'est Paris qui s'étend devant vous. L'horizon, je dirais, l'horizon, c'est l'horizon théorique, je dirais, de l'histoire. Hein? Alors, il ne faut pas, évidemment, quand on voit une ville, il faut de temps en temps regarder jusqu'où elle va. Parce qu'il s'agit ici d'un phénomène urbain. Au-delà, il y a bien eu jadis, en tout cas, des campagnes. Paris est une ville relativement ancienne. Enfin, quand je dis relativement, hein, à la lumière, je dirais, des millénaires. Paris date de l'époque gauloise. Hein, Paris s'appelait Lutèce, hein, plus précisément de l'époque gallo-romaine. Et donc, Paris a plus de 2000 ans. Ça va? Paris a plus de 2000 ans. Vous avez peut-être lu jadis, c'est Astérix à Lutèce ou quelque chose comme ça, hein, où évidemment il y a beaucoup d'anachronismes qu'on pourrait étudier ensemble, hein, parce que je crois que méthodologiquement il faut évidemment apprendre aux élèves à distinguer ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre de la réalité historique, je veux dire, et ce qui est de l'ordre évidemment de la fantaisie du dessinateur et du concepteur de la bande dessinée, donc du Derzo et Goscinny. Donc Paris est devenu en fait la capitale de la France lorsque Clovis décide d'y installer sa cour. Donc jusqu'au 5e siècle de notre ère, Paris est une ville gallo-romaine parmi d'autres, c'est une petite ville. La grande ville, je dirais, de la Gaule à l'époque romaine, c'est Lyon. Ça va? Alors, Paris, à partir de Clovis, c'est-à-dire il y a depuis 1500 ans, est devenue la capitale de la France. Et pourquoi Paris s'appelle Paris? Eh bien justement parce que la cité gallo-romaine, ou le siège plutôt de la cité gallo-romaine, parce qu'une cité en fait c'est un vaste territoire, hein, et ce n'est pas seulement une ville, eh bien la capitale de cette cité, hein, s'appelait Lutetia Parisiorum, ce qui veut dire Lutèce des Parisiens. Les Parisii, c'était le nom d'un peuple. Il y avait une centaine de peuples en Gaule quand César est arrivé. Ça va?
Et les Parisis, c'était un des peuples, comme il y avait en Belgique, hein, ça doit vous rappeler des souvenirs de l'enseignement primaire, il y avait les Nerviens, il y avait les Ménapiens, il y avait les Morins, il y avait les Éburons, les Aduatiques, les Trévires. Ça vous rappelle sans doute quelque chose. Les Parisis, les Parisiens, ce n'étaient pas les habitants de la ville de Paris, mais c'était les habitants du bassin parisien. Ça va ? Et donc on est passé de Lutetia Parisiorum, qui veut dire Lutèce des Parisiens, et on a repris plus que le génitif pluriel, qui veut dire le nom du peuple. Et Lutèce a complètement disparu du nom de la ville. Voilà, ça c'est pour remonter. Alors Paris est resté la capitale de la France pendant pratiquement 15 siècles, mais à l'époque mérovingienne, il y avait plusieurs capitales en France, parce que les Francs avaient l'habitude de partager le royaume, et donc les fils, lorsqu'ils héritaient de leur père, partageaient le royaume en 2, en 3, en 4, et ce qui veut dire qu'il a fallu, c'est seulement pendant 2 périodes, hein, à l'époque de Clotaire II, donc le petit-fils de Clovis, et à l'époque de Dagobert, le célèbre roi Dagobert, entre 629 et 639, que le royaume franc a été réunifié. Puis alors il faudra alors attendre de nouveau pratiquement les Carolingiens au milieu du 8e siècle. Ça va ? Voilà, alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Paris parce que sinon on ne va pas en sortir. Alors, donc premier élément, ça permet de voir la ville de haut. Premier élément. Et alors je voudrais simplement que vous vous mettiez bien dans la tête. C'est qu'au fond, un professeur d'histoire, c'est quelqu'un qui essaye de faire passer chez ses élèves l'idée que pour pouvoir s'émanciper, c'est-à-dire pour pouvoir être quelqu'un et ne pas être simplement une chose qui est ballottée comme ça par le flot de l'information et qui est complètement aliénée, eh bien il faut prendre conscience de son environnement. Environnement physique, hein, donc il faut connaître, il faut avoir des éléments de géographie, mais des éléments historiques aussi. Si les Parisiens sont tellement fiers d'être Parisiens, eh bien même si beaucoup d'entre eux sont sans doute ignorants de l'histoire de leur ville, eh bien c'est parce que confusément ils savent que Paris est la capitale de la France, que Paris a été une grande capitale culturelle et que Paris a une grande histoire. Même si beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire, mais confusément ils le savent, inconsciemment. Et donc c'est ce qui donne une identité aux gens. Donc c'est très très important. Voilà. Alors en plus de ça, Paris, hein, je ne sais pas si ça vaut la peine de vous le rappeler, mais enfin Paris c'est quand même la ville où a débuté la Révolution française. Il y a eu nombreuses révolutions au courant du 19e siècle, mais enfin la Révolution française reste quand même un élément clé de l'histoire contemporaine des nations. Et c'est dans cette ville que le 26 août 1789, l'Assemblée nationale va déclarer les droits de l'homme et du citoyen. La journée et la nuit du 26 août 1789. Donc c'est une date tout à fait phare dans l'histoire de l'humanité. Donc moi, j'essaye, en faisant mon boulot de formateur d'enseignant, hein, de faire passer ce message avec passion tout d'abord, parce que j'adore mon métier, mais parce que je crois que c'est très très important de faire passer aux enfants l'idée que des valeurs fondamentales ont été ici conçues par des gens qui voyaient très très clair, parce que si vous lisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous allez être frappé par la limpidité, la clarté de cette langue. C'est une langue superbe, c'est la langue du XVIIIe siècle, c'est la langue des Voltaire, des Diderot, des d'Alembert, hein, des Rousseau, c'est une langue tout à fait superbe, et donc je voudrais que vous soyez attentifs à ce texte, qui est quand même essentiel, même s'il paraît très idéaliste dans l'histoire de l'humanité. Et enfin, peut-être certains d'entre vous se souviendront hein, de la dernière phrase, ou une des dernières phrases du Père Goriot de Balzac. Est-ce que certains d'entre vous ont lu le Père Goriot? Non, Balzac. Ces extraits, vous l'avez sans doute étudié, enfin, plus vraisemblablement étudié en classe quand vous étiez dans l'enseignement secondaire. Eh bien, une des dernières phrases du Père Goriot, c'est Rastignac qui la prononce, et Rastignac qui est le personnage principal, c'est pas le principal, c'est le Père Goriot évidemment dans ce roman-là, mais qui sera le personnage principal d'autres romans de Balzac, dit, tellement il est dégoûté de Paris, de l'hypocrisie qu'il a pu rencontrer pendant toute sa prime jeunesse, et bien à un moment donné, lors de l'enterrement du Père Goriot qui a donné tout ce qu'il pouvait à ses 2 filles,
donc la comtesse de Restaud et d'autre part la baronne de Nucingen, eh bien, il est sur une des hauteurs de Paris, je ne sais plus laquelle c'est, et il regarde Paris et il dit « Et maintenant, Paris, à nous deux ». Ça veut dire quelque part, j'ai compris comment tu fonctionnes, je sais quel est le système du monde maintenant, je dois faire disparaître de mon esprit tous les idéaux qu'on a pu m'inculquer ou que j'ai construit moi-même, et maintenant je sais ce que c'est que la réalité, maintenant je sais que dans la vie il faut se battre et que le monde est ignoble. Alors c'est pas du tout dans cet esprit-là qu'on va visiter Paris aujourd'hui, mais enfin je voulais vous en parler. Voilà. Alors, nous allons nous orienter vers la basilique. La basilique que vous avez devant les yeux est la basilique du Sacré-Cœur. Alors c'est un monument qui est célèbre, bien entendu, mais qui est le résultat d'une défaite amère pour certains et d'une victoire odieuse pour les autres. Pourquoi? Parce que en 1871, entre le mois de mars et le mois de mai, se passent ici des événements terribles. C'est ce qu'on appelle la Commune de Paris. Donc, il y a un peu plus de 130 ans maintenant, la Commune de Paris. En fait, pendant l'été 1870, Napoléon III et le roi de Prusse, qui va bientôt devenir l'empereur d'Allemagne, se font la guerre. Les Prussiens l'emportent. Les Prussiens risquent de rentrer dans Paris. Ils risquent de rentrer dans Paris. Et à ce moment-là, les soldats de la garde nationale vont prendre les canons encore utilisables et vont les monter à Montmartre pour que les Prussiens ne s'en emparent pas. Il se fait que ceux qu'on appelle les Versaillais, c'est-à-dire ceux qui représentent les soldats, l'armée du gouvernement officiel, va essayer de récupérer ces canons. Les membres de la garde nationale qui se sont réfugiés avec les canons à Montmartre vont refuser de les rendre. Et c'est le début de ce qu'on appelle la Commune de Paris, c'est-à-dire que des insurgés qui ne reconnaissent pas le gouvernement provisoire conservateur d'Adolphe Thiers, qui à ce moment-là est donc le président du gouvernement provisoire, eh bien ces insurgés vont tenir pendant 2 mois, un peu plus de 2 mois, contre ces troupes conservatrices. Il va y avoir des combats terribles à Paris, des combats terribles. À la fin d'ailleurs, je crois que c'est le 26 mai 1871, les derniers insurgés vont devoir se battre dans le cimetière du Père-Lachaise, qui est loin derrière la balustrade ici, et il y aura plusieurs milliers de fusillés. Ce mur, maintenant, s'appelle le mur des Fédérés, et chaque année, il y a des commémorations, donc le 26 mai, pour se souvenir du combat de ces révolutionnaires, qui étaient des communistes, qui étaient des anarchistes, et qui refusaient donc un système dominé par une bourgeoisie conservatrice et par le catholicisme clérical, je dirais. Voilà. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la basilique? Eh bien, la basilique a été construite après cette défaite des insurgés, des communards, donc à la fin du XIXe siècle, en expiation de tous les crimes des communards et en souvenir des Versaillais. Donc en fait, c'est une basilique qui est le symbole du conservatisme et le symbole du cléricalisme. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Et donc, quand on regarde Paris, qui est derrière nous maintenant, eh bien, quand on regarde Paris, eh bien, je peux dire que moi, je pense toujours, en pensant à la Commune ou en pensant à la Deuxième Guerre mondiale, au roman de Camus, La Peste, que vous avez certainement lu, La Peste à Oran, qui symbolise justement comment dirais-je, la peste brune, c'est-à-dire le fascisme qui s'installe progressivement dans cette ville du nord de l'Algérie. Et je pense toujours aussi à la chanson de Serge Reggiani, que vous connaissez sans doute, Les Loups. Ça vous dit quelque chose, des loups? Oui. Eh bien, dans Les Loups de Serge Reggiani, là aussi, c'est une image. Quand il parle des loups
hein, quand il dit les loups, chers Élie, sont entrés dans Paris, en fait c'est aussi une métaphore, comme dans La peste de Camus, les loups sont entrés dans Paris, en fait c'est l'image de l'entrée des nazis, des Allemands, en 1940 dans Paris. Et il dit à un moment donné, ils sont rentrés par Ivry, ils sont rentrés par ici. Ben, ici, en fait, c'est une commune qui se trouve à l'est de Boulogne, hein, donc vous regardez dans cette direction-là. Quant à Ivry, ben, la porte d'Ivry se trouve dans cette direction-là. Voilà. Ici, hein. Ah, c'est mieux. Ah bon, voilà la tour Eiffel d'ailleurs. On la verra mieux là-bas, parce que là on la voit quand on sera de l'autre côté. Si je vous ai amené ici, c'est parce que le personnage, ou plutôt l'épisode dont le personnage sculpté ici est le héros, est important en ce qui concerne la mentalité d'une certaine époque. Alors, nous sommes au XVIIIe siècle. Un jeune homme qui avait votre âge, il avait 19 ans, a été condamné, mais pour quelque chose qui nous paraîtrait tout à fait insensé à l'heure actuelle. En effet, dans une ville de province, une croix avait été abîmée. Et tout de suite, on s'est mis à chercher, de savoir, mais qui était à l'origine de cette profanation, de ce blasphème. Et les soupçons se sont très rapidement portés sur 3 noceurs, si je puis dire, qui avaient donc fait la fête un jour où une procession défilait dans la ville. Alors parmi ces 3 jeunes se trouvait le chevalier de la barre, qui est représenté ici. Alors, ce chevalier de la barre ne s'était pas incliné lors du passage d'une procession du culte catholique, et on a recherché dans la maison où il habitait des preuves de son, comment dirais-je, de son athéisme, ou en tout cas de sa liberté de penser qui ne seyait pas aux autorités catholiques, et on a trouvé effectivement dans sa chambre 3 livres de Voltaire. Or, Voltaire était un auteur sulfureux à l'époque. C'est un auteur sulfureux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait écrit, entre autres choses, un dictionnaire philosophique. Et dans ce dictionnaire philosophique, il condamnait le cléricalisme et l'Église catholique, qu'il appelait même l'infâme. Alors, l'Église catholique de l'époque, ce n'est pas l'Église catholique d'aujourd'hui, c'était une Église, effectivement, qui fixait des dogmes intangibles, je dirais même tout un pléonasme, parce qu'un dogme est toujours intangible, mais surtout, cette Église était liée au pouvoir politique, et par conséquent, toucher à l'Église, c'était toucher en fait à l'ordre politique et donc à l'ordre social, puisque l'Église catholique légitimait la hiérarchie sociale avec les seigneurs, les paysans, donc on appelle les 3 ordres. Et le chevalier de la barre, s'il était condamné pour blasphème, à être d'abord supplicié et puis donc à mourir à la peine de mort, c'est essentiellement parce que
il touchait à un des symboles de l'ordre social. Un ordre social mal compris par le cléricalisme, puisque l'ordre social était représenté par le crucifix, ici, en l'occurrence. Et donc, au XIXe siècle, les sociétés de pensée ont fait du chevalier de la barre un de leurs héros. Et c'est ainsi qu'à l'heure actuelle, il y a toujours des sociétés de libre pensée qui portent le titre distinctif de chevalier de la barre. Ben, on était au sol. Ça peut être surfait quoi, ça c'est pas d'origine. Mais d'ailleurs, si ça s'appelle Montmartre, c'est un mont, hein, c'était la montagne de Mercure, hein, littéralement. Si je m'arrête ici devant le bâtiment du bateau Lavoir, c'est parce qu'il est représentatif d'une époque, celle du début du XXe siècle, à l'époque où les artistes vivaient la vie de Bohème. Hein, vous connaissez sans doute l'opéra la Bohème de Puccini, hein, ça vous rappelle sans doute quelque chose. Et c'est ici que des artistes s'arrêtaient, trouvaient un logement, pouvaient peindre également, donc avant la Première Guerre mondiale. Et ce bâtiment a abrité entre autres un des plus illustres peintres du XXe siècle, qui est Pablo Picasso, qui est un peintre espagnol. Et après la Première Guerre mondiale, les artistes se sont déplacés et se sont dirigés plutôt dans le quartier de Montparnasse, où là il y a toute une série de bars, de restaurants qui rappellent le souvenir justement de ces artistes. Devant l'Opéra de Paris. Alors cet opéra a été construit par Garnier, on appelle d'ailleurs ce bâtiment aussi le Palais Garnier, et il s'agit en fait d'une commande de l'empereur Napoléon III, qui est identifiable par le monogramme qui se trouve dans les médaillons dans la partie supérieure de l'édifice. Vous voyez la lettre N dans les médaillons? Oui. Alors entre ces lettres N, vous pouvez d'ailleurs voir une autre lettre qui est la lettre E, qui est le prénom de son épouse, Eugénie de Montijo. Alors, l'opéra en fait est un genre musical qui remonte à la fin du XVIe siècle. Il est né en Italie. Et il a commencé à avoir beaucoup de succès au XVIIe siècle, en particulier avec Lully, qui était le musicien attitré de Louis XIV. Au XVIIIe siècle, en France, deux formes d'opéra se disputent. D'une part l'opéra français, d'autre part l'opéra italien. Du côté de l'opéra français, vous avez par exemple Gluck, ou Rameau, et du côté de l'opéra italien, vous aurez des grands compositeurs, comme en particulier Mozart, qui, tout en étant autrichien, représente des opéras, a composé des opéras italiens, donc par exemple Così fan tutte ou Don Giovanni.
Au XIXe siècle, l'opéra acquiert de plus en plus ses lettres de noblesse, avec le bel canto, avec Bellini, avec Donizetti, Puccini, Verdi, et vous avez également du côté allemand, évidemment, Richard Wagner. En France, l'opéra aura également beaucoup de succès avec Bizet, qui est l'auteur du fameux Carmen, avec Massenet également, qui va être le dramaturge officiel de la Troisième République, donc dans le dernier tiers du XIXe siècle. Vous pouvez identifier sur la façade de l'opéra le nom d'un certain nombre de compositeurs. Par exemple, sur votre gauche, vous avez Rossini, à l'extrême gauche, qui est l'auteur du Barbier de Séville, le Barbier de Séville, d'après le Beaumarchais. À côté, vous avez Auber. Alors Auber, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Auber est celui qui a composé un opéra qui va devenir très célèbre dans l'histoire de Belgique, puisqu'il s'agit de la muette de Portici, ou de Portici, qui va être jouée pendant l'été 1830 et qui est à l'origine des Journées de septembre qui conduisent donc à la Révolution belge. Ensuite, vous avez Beethoven, qui est par exemple l'auteur de Fidelio, Mozart, bien sûr, qui est le prince de l'opéra avec certains opéras que j'ai déjà cités. Il y a aussi la flûte enchantée, Zauberflöte, enfin vous en avez toute une série pour Mozart, la Clémence de Titus, etc. Ensuite, il y a quelqu'un, je ne sais pas lire, peut-être vous pouvez lire le suivant, c'est pas grave. Oui, mais Schubert c'est le dernier, je crois, non? Ah non, c'est Schubert. Spontini, voilà. Et vous avez Schubert et enfin Halévy. Oui, Halévy, c'était le librettiste des opérettes d'Offenbach. Offenbach, ça vous dit certainement quelque chose, La Belle Hélène, La Duchesse de Gerolstein, par exemple. Le Second Empire s'étend de 1851-52 à 1870, donc il dure 18 ans. Et Napoléon III, en fait, était le neveu de Napoléon Ier, Napoléon Ier dit le Grand. Et c'est à cette époque-là que les grands boulevards sur lesquels nous nous trouvons pour l'instant ont été véritablement percés dans la capitale. Alors, ici nous sommes sur le boulevard, il y a le boulevard des Capucines, le boulevard des Italiens, il y a le boulevard Montmartre, enfin il y a toute une série de boulevards comme ça. En face de nous, il y a l'avenue de l'Opéra. À la sortie de la gare du Nord, j'aurais pu vous montrer également le boulevard de Strasbourg, il y a le boulevard Saint-Denis, et toutes ces trouées dans la ville étaient destinées à un but militaire. Il s'agissait essentiellement de pouvoir poser des canons et de pouvoir faire charger la cavalerie en cas d'insurrection populaire. Alors, tous ces boulevards ont donné ce caractère justement d'espace et donne un sentiment de... On peut respirer vraiment comment dirais-je, le grand air. À Paris, on n'a pas du tout l'impression d'être encaqué comme à Bruxelles. Vous avez toutes des petites rues enchevêtrées. Les petites rues enchevêtrées autour d'une église correspondent à des plans, je dirais, médiévaux. Dans les villes médiévales, vous avez des petites ruelles qui partent à partir du centre. Dans les villes plus modernes, là, vous avez des grands axes. Et alors, le comble, évidemment, de cette vision urbanistique des choses, ce sont les villes américaines qui sont conçues sous la forme de quadrilatères avec des rues qui sont perpendiculaires. À New York, vous avez des avenues qui partent du sud et qui vont vers le nord. Et vous avez des rues qui sont perpendiculaires, qui sont beaucoup plus nombreuses et qui vont d'ouest en est. Ce modèle-là naît à l'époque hellénistique, au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ,
et son auteur est Hippodamos de Milet. Alors il faudrait le... Voilà, là, la place de la Concorde. Alors, le mot Concorde lui-même signifie concorde de la population, concorde entre les classes sociales. Cette place, auparavant, au XVIIIe siècle, s'appelait place Louis XV. Elle s'est appelée ensuite place de la Révolution et enfin place de la Concorde. En place de la Révolution, justement, pendant la dernière décennie du XVIIIe siècle, c'est sur cette place que Louis XVI a été décapité, dans le biais de la guillotine. C'est possible que Louis XVI ait été guillotiné, décollé. Hein. Alors, le mot concorde lui-même a été utilisé dans un but de pacification des esprits. Si vous
allez à Athènes, il y a une place qui porte le même nom. C'est la place Omoenia. Il y a même une station de métro qui s'appelle comme ça à Athènes. Alors cette place est tout à fait de style classique. Si vous regardez bien les bâtiments, ils font certainement penser à ce qu'on a pu voir il y a quelques minutes, place Vendôme. Donc vous voyez, il y a des frontons, il y a des colonnes surplombées de chapiteaux corinthiens. C'est assez grandiose. Ces bâtiments occupaient jadis, ou peut-être encore maintenant, il y avait d'un côté le ministère de la Marine et de l'autre côté des bâtiments occupés par des banques, si mes souvenirs sont, des assurances, si mes souvenirs sont bons. Alors, sur les différents points de cette place, vous avez des bâtiments, vous voyez les bâtiments ici, quadrangulaires, nous avons devant nous là une vingtaine de mètres, et vous en avez plusieurs comme ça, vous en avez 8. Et ces bâtiments sont dédiés chacun à une ville qui se trouve donc aux frontières de la France. Je crois, sauf erreur de ma part, que nous avons ici Nancy et Strasbourg. De l'autre côté, vous devez avoir Lille et Rouen. Puis alors, quand on va tout à fait de l'autre côté de la place, vous allez avoir Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon. Et alors, c'est ainsi que l'ensemble des grandes villes qui se trouvent donc à la périphérie de la France sont donc ainsi symbolisées. Donc en fait, cette place symbolise l'État français, la République française. Nous allons poursuivre la description des monuments. Tout à fait à l'autre bout de la place et derrière la place, derrière la partie boisée que vous avez là, vous avez l'Élysée, qui est le siège de la présidence française. On s'oriente maintenant vers l'entrée des Champs-Élysées, qui est précédée par les chevaux de Marly. Ce sont des sculptures qui remontent au XVIIe siècle. C'est le début des Champs-Élysées, dont nous aurons l'occasion d'avoir une perspective lorsque nous nous déplacerons d'une trentaine de mètres. Ensuite, vous avez un bâtiment dont vous voyez le toit, et ce bâtiment, c'est le Petit Palais, qui est en fait un bâtiment où se tiennent des expositions. Il date de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, donc avant la Première Guerre mondiale. En face de ce Petit Palais, on ne le voit pas ici, mais il y a un autre bâtiment qui s'appelle le Grand Palais, qui est également un lieu d'exposition. Si vous vous intéressez à la peinture, à l'Égypte ancienne, il y a régulièrement donc des expositions qui y sont présentées. Au centre de la place se trouve le célèbre obélisque de Luxor. Alors, à sa base, vous avez un socle de plusieurs mètres qui était installé donc pour supporter l'obélisque lui-même. L'obélisque est surmonté dans ce qu'on appelle un pyramidon doré. Alors, cet obélisque, c'est en fait le plus vieux monument de Paris, puisqu'en fait, ce monument remonte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Cet obélisque est d'origine égyptienne. Il était offert par le pacha d'Égypte Mehmet Ali dans les années 1830, donc au lendemain de la Révolution de Juillet, en remerciement à la France pour les recherches qui avaient été entamées et réussies par Jean-François Champollion, qui est le premier à avoir déchiffré, donc c'est en 1822 ou 24 si mes souvenirs sont bons, qui est le premier à avoir déchiffré les hiéroglyphes. Il est mort très jeune, fatigué, il avait moins d'une quarantaine d'années si mes souvenirs sont bons, et il a terminé sa carrière au Collège de France, et nous verrons cet après-midi la statue qui se trouve donc dans la cour principale du Collège de France
donc la statue de Jean-François Champollion. Alors, sur cet obélisque, vous pouvez voir des hiéroglyphes, et sur le socle, sur la partie que vous voyez en fait des inscriptions dorées, des gravures dorées. Eh bien, ça représente en fait l'expédition elle-même qui a conduit l'obélisque de Luxor, donc en Haute-Égypte, jusqu'à Paris. Donc ça a été toute une expédition, vous imaginez bien, il fallait emballer cet obélisque, lui faire remonter tout le Nil, traverser toute la Méditerranée et de là évidemment rejoindre Paris. Alors, on poursuit. Vous avez ensuite sur la gauche de l'obélisque la tour Eiffel. Alors, la tour Eiffel est le monument qui symbolise communément le mieux Paris. C'est le monument le plus populaire de Paris. C'est un petit peu comme à Bruxelles, Manneken-Pis. Hein, donc, dans les magasins de souvenirs, vous trouverez évidemment la tour Eiffel en réduction. Alors, la tour Eiffel a été édifiée pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Alors, elle s'appelle Eiffel parce que l'ingénieur qui l'a édifiée s'appelait Gustave Eiffel, c'était donc un Alsacien, enfin un ingénieur d'origine alsacienne, et ce bâtiment est tout à fait représentatif du progrès des sciences et des techniques de la fin du XIXe siècle. Souvenez-vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à propos des décorations qui se trouvaient devant l'entrée de métro Pigalle. Et il s'agit en fait là-bas de décorations de type Art Nouveau, mais qui font appel à la métallurgie, au fer. C'est un matériau nouveau qui est utilisé par l'Art Nouveau, justement, en particulier Victor Horta à Bruxelles entre 1894 et 1914. Et on l'utilise également donc à Paris pour la construction de la tour Eiffel, qui est effectivement un monument tout à fait représentatif du progrès des sciences et des techniques de cette époque-là. On poursuit. Vous avez ensuite un bâtiment qui se trouve voilà, entre la tour Eiffel et le Palais Bourbon. C'est le Quai d'Orsay, qui a maintenant pour principal habitant, résident, donc Bernard Kouchner, populaire ministre des Affaires étrangères. Ensuite, vous avez le bâtiment, vous voyez le bâtiment, vous avez un fronton qui surplombe des colonnes. C'est le Palais Bourbon. Le Palais Bourbon, c'est donc l'Assemblée nationale française. C'est l'équivalent de notre Chambre des députés. C'est la Chambre des députés d'ailleurs. C'est un palais tout à fait en style classique, 18e siècle. Les Bourbons, c'est la famille royale. Il y avait des ducs de Bourbon au XVIIIe siècle qui étaient apparentés évidemment à la famille royale. Et ce bâtiment a été l'épisode en 1934, le 6 février, d'un épisode qui a failli faire tomber la démocratie, la République à ce moment-là. C'est lorsque l'extrême droite française, je dis bien en 1934, retenez les dates, 1934, Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933 en Allemagne. Et en 1934, l'extrême droite se sent assez forte que pour organiser une manifestation, ce sont les Camelots du Roi, les Croix de Feu, etc., qui menacent d'investir le Palais Bourbon à ce moment-là. Évidemment, heureusement, la manifestation va être matée et 2 ans plus tard, un gouvernement populaire s'installe en France à partir du mois de juin. C'est le Front populaire, présidé par Léon Blum, qui comprend non seulement des socialistes, des communistes et des radicaux. Et c'est en 1936 que vont être votées les grandes lois sociales. À la même époque, en Belgique, on a des lois semblables qui vont être votées. Ces lois établissent la semaine des 40 heures, les congés payés et les conventions collectives qui obligent les patrons et les syndicats à se réunir pour essayer de trouver des solutions aux problèmes liés aux conditions de travail, au salaire, à l'emploi. Et c'est seulement si ces conventions collectives ne parviennent pas à être signées que le gouvernement alors
rentre dans la danse, hein, et peut alors, par des lois, fixer une nouvelle législation. Alors, sur votre gauche, mais là on ne voit pas d'ici, vous allez avoir donc les Tuileries, avec d'un côté le jeu de paume, de l'autre côté le musée de l'Orangerie, les Tuileries et puis le Louvre. Voilà, exactement. Souvenir. 50 centimes. Eh oh, pas tomber dans le masque. Bon, s'il y en a d'autres qui veulent faire des photos, c'est maintenant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais donner un petit moment. Non, mais attends. Je donne un petit moment. Mais restez en place, il y en a qui veulent faire des photos. Et il y a deux appareils. Bon. Voilà. Il y en a d'autres. Mais après, c'est quelqu'un qui circulait quand même de l'ensemble. Voilà. Alors, le bâtiment que vous avez devant les yeux, c'est l'Institut de France. Alors, l'Institut de France, c'est en fait l'institution qui regroupe les 5 académies. La plus célèbre de ces académies, c'est l'Académie française. Donc, quand on dit que un écrivain a été reçu sous la coupole que vous voyez, eh bien ça signifie qu'il est devenu un des 40 immortels. On les appelle immortels parce que ces 40 écrivains se voient remplacés dès leur décès par quelqu'un d'autre au moment de son élection. Donc il y en a toujours 40. Alors vous voyez que sur le bâtiment il est marqué, attendez, il faut que je traduise. Donc en fait que ce bâtiment-là a été construit par le cardinal de Mazarin, vous voyez peut-être Julius Mazarinus, hein, cardinal, il marque en dessus. Alors on voit qu'à l'origine il marquait Basilicam
ça veut dire tout simplement Edimna, ça veut dire un lieu d'étude, hein, et l'année est indiquée également, c'est 1661. Et 1661 est une date très importante puisque c'est la date de la mort de Mazarin et donc la date à laquelle Louis XIV, qui marque l'avènement de Louis XIV en tant que monarque absolu. Louis XIV était né en 1638, il devient officiellement roi à la mort de son père au mois de mai 1643, Richelieu étant mort au mois de décembre 1642, et c'est à partir de ce moment-là que donc Mazarin va donc épauler, et même plus qu'épauler pour certains, la veuve de Louis XIII, c'est-à-dire Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, hein, et ils vont donc être régents, si vous voulez, jusqu'au moment où Louis XIV exerce le pouvoir seul à partir de ses 23 ans. Voilà. L'Institut de France, outre l'Académie française, comprend donc aussi l'Académie des sciences, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est une académie qui comprend des érudits, des philologues, des historiens, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. Derrière le bâtiment, vous avez une bibliothèque qui est très célèbre, la bibliothèque de l'Académie, qui est la bibliothèque Mazarine, du nom évidemment du principal ministre Louis XIV. Toutefois, l'Académie française n'a pas été fondée par Mazarin, elle a été fondée en 1635 par le prédécesseur de Mazarin qui était Richelieu, le cardinal de Richelieu. Et dès 1636, au moment où, comment dirais-je, où Corneille publie le Cid, hein, qu'est-ce qui va être représenté quelques mois plus tard, c'est 137, il y aura la fameuse querelle des anciens et des modernes qui oppose la vision traditionnelle d'enseigner, de jouer de la tragédie, hein, vous connaissez les règles classiques, vous avez appris ça en secondaire, c'est-à-dire des alexandrins, des dodécasyllabes, il faut qu'il y ait 5 actes dans une pièce, c'est dans l'acte 5 que s'effectue le dénouement, vous devez respecter également l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action, et c'est ce qui a été reproché justement à Corneille quand il publie le Cid, c'est qu'il n'avait pas respecté justement la règle des 3 unités, puisque ça se passe à plusieurs endroits. Il n'avait pas respecté également l'unité de genre, puisque le Cid de Corneille, en fait, est une tragicomédie, hein, et non pas une tragédie classique comme celle que Racine va publier et présenter entre 1667 et 1677. Prochain petit peu. Ça va être dur pour moi de parler aussi haut. On croirait que vous avez fait la retraite de Russie depuis 2 mois là. C'est pas possible. On est jeunes, Il y a 4 heures qu'on marche seulement. Même pas. Alors, nous sommes à Saint-Germain-des-Prés. C'est un lieu légendaire, quasi mythique de la vie intellectuelle parisienne. Alors, cette église, en fait, se trouvait à côté d'une abbaye qui a été détruite au moment de la Révolution française. C'était une abbaye bénédictine. Vous voyez qu'il s'agit en fait d'une église de type roman. Et à quoi voit-on que c'est une église romane? Parce qu'en fait, ce sont des arcs en plein cintre et non pas des arcs ogiveaux, comme on en verra cet après-midi à Notre-Dame. Alors, le bâtiment, par contre, qui est devant nous, hein, il date de l'époque classique, 17e siècle, donc il date de bien avant la Révolution française. Alors, en fait, les bénédictins qui se trouvaient dans cette abbaye appartenaient à une congrégation qui est la congrégation de Saint-Maur. Et cette congrégation s'est spécialisée dans l'étude des manuscrits anciens, dans la publication également des vies de saints, et elle a comme, je dirais, comme figure de proue le personnage dont un buste se trouve dans la niche
qui se trouve devant vous et qui est Dom Mabillon. Vous voyez les dates 1632-1707. Dom Mabillon, en fait, est le fondateur d'une discipline auxiliaire de l'histoire qui s'appelle la diplomatique, c'est-à-dire l'étude des actes publics, des diplômes. Mais ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et c'est de là que vient l'expression, comme c'était des gens qui étaient très consciencieux et qui faisaient un travail très fastidieux, qui leur prenait toute leur vie, c'est de là que vient l'expression « travailler comme un bénédictin ». Vous savez, être très méticuleux. Alors cette place est également emblématique d'une époque postérieure qui est celle de celle qui suit la Deuxième Guerre mondiale, donc après 1945. Après 1945, au lendemain de la libération, la jeunesse était évidemment très enthousiaste de ce qu'elle vivait, et parmi les grands intellectuels qui vont se détacher à cette époque-là à Paris, on trouve bien sûr, d'une part, Jean-Paul Sartre, et ensuite Simone de Beauvoir. Si mes souvenirs sont bons, Jean-Paul Sartre a dû décéder vers 1980 et Simone de Beauvoir en 1986. Je vous dis ça de mémoire, mais ça doit être à peu près ça. Alors, les intellectuels de cette époque-là, donc dans la période 1945-50, 52, se rejoignaient régulièrement, se retrouvaient régulièrement dans les deux cafés qui se trouvent derrière moi. Il y a d'une part le café des Deux Magots, que vous trouvez ici, et le café de Flore que vous ne voyez pas, mais qui se trouve sur le boulevard Saint-Germain, à proximité, à deux ou trois maisons plus loin. Alors c'est évidemment dans ce quartier également qu'il y avait des, comment dirais-je, des caves où l'on jouait du jazz, hein, et le compositeur et instrumentaliste et comment dirais-je, et interprète le plus célèbre de cette époque-là, c'est Boris Vian, que vous connaissez bien sûr par L'écume des jours, par L'herbe rouge, etc., qui sont donc des romans de surréalistes, hein, qui avaient beaucoup de succès à cette époque-là. Jean-Paul Sartre lui-même est un écrivain et un philosophe, qui est l'auteur d'ouvrages philosophiques dur, si je puis dire, comme L'être et le néant. Il est l'auteur de romans comme Huis clos, que vous connaissez sans doute. Quant à Simone de Beauvoir, elle est à l'origine du mouvement féministe, puisque en 1948, si mes souvenirs sont bons, elle publie Le deuxième sexe, qui est en fait un pamphlet qui dénonce le machisme des hommes, et que la femme ne naît pas femme, mais qu'elle devient femme, parce que tout son environnement culturel et social la pousse dans cette direction. Alors, on se trouve ici devant les thermes gallo-romains de Luther. Je vous ai expliqué quand nous étions à Montmartre tout à l'heure que la ville de Paris remonte à des origines qui remontent assez loin, puisque cette ville existait déjà à l'époque romaine. Et donc, à l'époque, Lutèce était une bourgade qui n'était pas très importante, en tout cas au début. Elle était une fois, mais pour 2 ans, 3 ans seulement, capitale de l'Empire romain, entendez-vous bien capitale de l'Empire romain, de 361 à 363 après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Julien, celui qu'on appelle Julien l'Apostat, parce qu'au IVe siècle, et depuis Constantin, depuis 313, les empereurs romains sont chrétiens. Mais il se fait qu'il y a un empereur romain qui a renié son éducation chrétienne, qui est retourné au paganisme, c'est un empereur d'ailleurs assez important, et qui a installé sa capitale ici, à Paris, un empereur romain. Et vous avez ici donc des témoignages de cette époque romaine, ce sont donc des thermes. Alors les thermes avaient une fonction importante
dans l'Antiquité. Pourquoi? Alors les thermes, c'était des bains. Mais ces bains n'avaient pas seulement une fonction liée à l'hygiène, ces bains avaient une fonction sociale. C'est-à-dire qu'on allait au bain, pas seulement pour avoir une bonne santé, pour se laver, on allait surtout au bain, parce que c'était une occupation, c'était un lieu de loisir. Et ce lieu, c'était donc un lieu de sociabilité où les gens venaient pour discuter des affaires de la cité. Et ils venaient discuter, c'est là que s'échangeaient les nouvelles. Et pour tout vous dire, à l'endroit où se trouvaient les latrines se trouvaient les unes à côté des autres, comme ça, donc on passait son temps au-dessus d'un trou, hein, et pendant que, ben voilà, en même temps on discutait comme ça pendant des heures. Alors, dans ces termes, il y avait trois parties. Il y avait une partie où il y avait des bains d'eau froide, des bains d'eau chaude et des bains d'eau tiède. Vous devez vous comparer en fait ces termes à une pratique qui existe depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années maintenant, ce sont les centres de fitness. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que les gens allaient là pour se remettre en forme. Donc ça ressemblait plus à des hammams qu'à des saunas suédois. Alors le bâtiment présent ici est le Panthéon. Panthéon signifie littéralement le temple de tous les dieux. Dans tout cas, d'après les ce que signifie le mot Panthéon. Alors, ce Panthéon a une caractéristique, c'est que, si vous regardez bien, il est surmonté d'une croix. Or, vous savez que le catholicisme est quand même monothéiste. Donc, il y aurait peut-être une contradiction entre Panthéon et monothéisme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, en fait, le mot Panthéon est une image qui se réfère aux grands hommes de la France, comme c'est indiqué sur la partie qui se trouve juste en dessous du fronton triangulaire, aux grands hommes de la patrie reconnaissante. C'est un monument d'une facture tout à fait classique. Il a été construit à la fin du XVIIIe siècle, donc c'est même du néoclassique. Et en fait, c'est une église. À l'origine, c'est une église, c'est l'église de Sainte-Geneviève. Geneviève, en fait, est la patronne de Paris. C'est elle qui, au 5e siècle, au milieu du 5e siècle, aurait sauvé Paris des Huns d'Attila. Je vous rappelle que la bataille des champs cataloniques date de 451 de notre ère. C'est le moment où les peuples germaniques s'unissent aux empereurs romains pour faire pièce et pour s'opposer donc à ces tribus qui viennent d'Asie centrale et que sont les Huns. Ce sont donc des Mongols en fait. Alors pour en revenir maintenant à ce bâtiment, c'est donc une église de type néoclassique. Ça paraît un petit peu particulier, hein. Quand on voit ceci, on ne penserait pas tout de suite à une église. Mais souvenez-vous quand même de l'église qu'on a vue ce matin, qui est l'église de la Madeleine. Hein, et je vous avais expliqué que c'est une église qui date de la même époque. Hein, de style tout à fait néoclassique. Alors, le paradoxe veut que c'est en fait une république de type laïque, puisque la laïcité est inscrite dans la Constitution de la Ve République de 1958 à l'article 2. La France est une république laïque et sociale, entre autres choses. Ce que la Belgique n'est pas. La laïcité n'est pas inscrite dans la Constitution belge. Et sous la Troisième République, on a enterré un certain nombre de grands personnages qui, depuis la Révolution française ou depuis le XVIIIe siècle, étaient à l'origine des institutions françaises et de l'esprit républicain. C'est ainsi que Voltaire et Rousseau, qui sont décédés tous les deux
en 1778, donc 11 ans avant la Révolution française, ont vu leurs cendres transférées au Panthéon, donc au moment de la Révolution française. On y trouve aussi Victor Hugo, qui est décédé dans les années en 1884, c'est faire ma part. On y trouve aussi Jaurès, Jaurès qui est le fondateur du Parti socialiste français en 1905. On y trouve aussi le chef de la résistance française clandestine pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était torturé par les nazis et qui est mort donc dans les geôles nazis, Jean Moulin. Et ces cendres ont fait l'objet d'une cérémonie au milieu des années 60, lorsque André Malraux, qui était ministre de la Culture du général de Gaulle, qui était président de la République française, a fait devant ce même monument un panégyrique impressionnant et grandiloquent de Jean Moulin. Et il se fait qu'il y a une dizaine d'années, Malraux, qui était lui-même un grand écrivain, a fait lui-même l'honneur d'une cérémonie similaire, et ses cendres se trouvent également ici donc au Panthéon. Donc le paradoxe veut que nous sommes dans une république laïque, que la plupart des personnages qui se trouvent enterrés là sont des personnages qui ont contribué à l'édification de la nation française et de la République française, et que ce bâtiment soit surmonté d'une croix. Ce qui est un petit peu curieux, évidemment. On allait évidemment pas retirer la croix pour des raisons, je dirais, rabiques, qui n'auraient pas eu de sens, mais enfin, ça a quelque chose d'un petit peu paradoxal. C'est là aussi que se trouvent les restes de Victor Schœlcher, qui, au mois d'avril 1848, a été à l'origine de l'abrogation de l'esclavage en France. Donc c'est un personnage aussi emblématique. Voici la statue, ou le buste plutôt, d'Auguste Comte, comme l'inscription qui se trouve en dessous de la colonne l'indique. S'il vous plaît. Alors, Auguste Comte est un philosophe du 19e siècle qui est l'inventeur de la sociologie. Mais sa vision de la sociologie est celle d'une discipline scientifique au sens exacerbé du terme. Il est l'inventeur d'une philosophie qu'on appelle le positivisme. Et le positivisme vise à faire des sciences humaines, en ce qui concerne en tout cas des sciences à part entière, et même des sciences exactes. Et donc, il veut faire de la sociologie une science qui est semblable à la science physique ou à la science chimique, entre autres. Alors c'est un philosophe un petit peu particulier, très conservateur. Il est à l'origine de la devise qui se trouve sur le drapeau du Brésil, Ordre et Progrès. Vous voyez peut-être le drapeau du Brésil? Oui, ordre, voilà, Ordre et Progrès. Et il existe d'ailleurs des temples positivistes, c'est-à-dire des temples chrétiens au Brésil. Vous savez que le Brésil est une terre où fleurissent des sectes multiples, et c'est un pays très particulier de ce point de vue-là, sur le plan religieux, syncrétique, on trouve de tout au Brésil. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la Sorbonne. Alors, le bâtiment que vous avez devant les yeux, c'est la chapelle de la Sorbonne. La Sorbonne elle-même a été créée, pas sous cette forme-ci bien entendu, a été fondée au XIIIe siècle. C'est dans les années 1251-1254 qu'un chapelain qui s'appelait Robert de Sorbon a décidé de créer un collège destiné aux étudiants qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et donc
À l'origine, la Sorbonne comprend une quinzaine d'étudiants et ce collège abrite des étudiants en théologie. La Sorbonne elle-même appartient donc à ce vaste courant qui débute dans la deuxième moitié du XIIe siècle et qui va prendre toute son ampleur au XIIIe et au XIVe siècle, ce courant intellectuel qui va donner naissance à de multiples universités en Europe. Alors ça a commencé tout d'abord par l'Italie, par Bologne, ensuite il y a eu Oxford et Cambridge en Angleterre. En France vous avez Orléans, Montpellier, qui est spécialisé dans la médecine, c'est de l'université de Montpellier qui est issue dans la première moitié du XVIe siècle François Rabelais, et l'université de Paris aussi. Alors, les universités comprennent au Moyen-Âge 4 facultés. La première des facultés correspond à ce que nous appelons le cycle supérieur en humanité, c'est la faculté des arts. Donc quand on parle d'un artiste au Moyen-Âge, c'est pas du tout quelqu'un qui a des talents créatifs particuliers dans le domaine de la peinture, de la sculpture ou de l'architecture. Un artiste, c'est quelqu'un qui fait des études secondaires supérieures. Et c'est à ces artistes-là que fait référence, ou que rend hommage François Villon au XVe siècle, puisque lui-même a vécu dans ce milieu parisien d'étudiants désargentés. À côté de cette faculté-là, ou plutôt après cette faculté des arts, vous aviez le choix entre 3 facultés. Soit la faculté de théologie, la première, soit la faculté de droit, ou enfin la faculté de médecine. On passait d'abord son baccalauréat, puis on passait sa licence. Le mot licence vient d'un mot latin licentia qui veut dire permission, autorisation, et donc on passait sa licentia docendi, c'est-à-dire qu'on avait au bout de 3 ou 4 ans d'études la permission d'enseigner. Et enfin, si on était un peu plus courageux, on présentait ses thèses et on présentait son doctorat. Alors, un docteur, lui, enseigne à l'université. Parmi les grands docteurs, les grands professeurs d'université de la Sorbonne au XIIIe siècle, il faut évidemment citer au premier chef un Italien, qui est Thomas d'Aquin. C'était seigneur d'Aquino en Italie. Voilà, alors la Sorbonne, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, va dépérir. Elle va dépérir. L'enseignement qui sera dispensé sera un enseignement scolastique, c'est-à-dire très figé, où il n'est pas question vraiment de réfléchir en innovant. Donc on argumente suivant un plan bien préétabli. Cette université ne va vraiment reprendre, je dirais, qu'au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, sous la Troisième République. Et c'est les bâtiments qui jouxtent la chapelle centrale datent justement de la fin du XIXe siècle, de la Troisième République. Alors, à l'heure actuelle, en tout cas depuis un siècle, enseigner à la Sorbonne est évidemment pratiquement le sommet de la carrière universitaire. Il y a encore un échelon juste après, qui est le Collège de France. Nous verrons dans quelques minutes. Alors la Sorbonne, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a vu naître des événements que l'on va commémorer cette année-ci, puisqu'on va commémorer le 40e anniversaire de mai 68. Et c'est donc dans ce quartier-ci, à la Sorbonne, d'abord, nous allons passer devant la cour centrale de la Sorbonne, mais qui nous interdit parce qu'il y a des appariteurs, enfin vous voyez, des vigiles qui vérifient vos cartes d'étudiants ou des cartes de professeurs. Et donc on ne pourra pas rentrer dans la cour centrale, nous pourrons la voir à distance. Et c'est dans cette cour centrale que se trouvaient au mur tous les slogans où, comment dirais-je, se concurrençaient des slogans maoïstes, marxistes-léninistes, trotskistes, anarchistes. Et les grands combats, les grands trucs qui ont lieu contre les CRS, en fait, ont lieu essentiellement boulevard Saint-Michel. Ça va? Alors ici on est boulevard Saint-Michel. À cette époque-là, les étudiants ont dépavé les rues. Et il y a eu des combats sanglants, on peut le dire, parce qu'il y a eu des blessés,
Hein, ils ont formé des barricades, mais ça c'est une vieille tradition parisienne qui remonte au 19e siècle. Et il y a eu donc des combats très très importants au mois de mai. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre lorsque De Gaulle a fait organiser une grande marche dans Paris pour chasser ce que lui a lui-même appelé la chienlit, c'est-à-dire ces étudiants qui étaient des fils à papa qui perturbaient l'ordre social. Il est resté toutefois de mai 68 quand même un certain nombre de grands principes libertaires, mais il fallait surtout déverrouiller cette société qui était très sclérosée. Donc dans les années 60, on était en pleine période, c'était la société de consommation qui était en plein essor, et il y avait de plus en plus de gens qui étaient aliénés par cette société de consommation. Nous en sommes toujours pas sortis. Je dirais même qu'il y a une certaine régression au niveau des mentalités, dans la mesure où c'est l'ordre social qui prime. Nous sommes à Paris, les Français ont voté pour Nicolas Sarkozy il y a 7 mois maintenant, et c'est donc une certaine vision, je dirais, de la société qui prime. Enfin, on peut espérer quand même qu'avec la commémoration du 40e anniversaire de mai 68, on revoit refleurir certaines idées nouvelles et que l'on retrouve sous les pavés la plage. Alors, à gauche, la porte qui se trouve à gauche donc de la chapelle de la Sorbonne renvoie donc à l'École nationale des chartes. Alors les chartes, ce sont donc des documents anciens, hein, ce sont des documents sur parchemin la plupart du temps, du Moyen-Âge, sur lesquels étaient consignés les droits et le devoir des seigneurs et des paysans. Et en 1821, sous Charles X, on a créé cette école parce qu'on estimait que l'étude de ces documents médiévaux nécessitait une formation particulière. On ne pouvait pas s'improviser comme ça, il n'était pas possible d'être autodidacte. Et donc dans cette école, on apprend à être archiviste paléographe. En tout cas, c'est le titre que l'on obtient après 4 ans d'études. Mais avant de rentrer à l'École nationale des chartes, il y a 2 ans, 2 années d'études préparatoires. Ça va? Donc on passe le bac, il y a 2 ans d'études préparatoires, et ensuite, hein, vous avez 4 ans d'études après 2 années préparatoires. On y enseigne la paléographie, c'est-à-dire l'étude des écritures anciennes du Moyen-Âge en particulier, mais aussi des temps modernes, parce que les écritures les plus dures à lire, ce sont celles du XVIe et du XVIIe siècle. Les écritures du Moyen-Âge sont paradoxalement beaucoup plus faciles à lire. C'est plus facile de travailler sur une écriture du 8e, 9e siècle, c'est-à-dire de l'époque de Charlemagne. Ça se lit, vous pourriez la lire sans problème, l'écriture caroline. Si vous lisez des documents du 11e, 12e, 13e, vous n'aurez pas de problème, sauf que c'est en latin, hein, mais enfin vous pourrez lire. Tandis que si vous travaillez sur des documents du 15e, 16e, 17e siècle, alors là vous allez souffrir parce que c'est pratiquement impossible à lire. Je ne vous dis pas ce que c'est quand on a ça à l'examen, on souffre. Hein, voilà. Donc ils ont des cours de paléographie, ils ont des cours de diplomatique, qui est fait référence tout à l'heure à propos de Jean Mabillon, vous vous souvenez, à Saint-Germain-des-Prés. Mais à l'heure actuelle, cette école a évidemment actualisé ses programmes et c'est ainsi qu'ils ont également des cours d'informatique, bien entendu. Comment être archiviste à l'heure actuelle sans pouvoir jongler avec les méthodes informatiques. Alors, on va avancer vers le collège. Alors, d'abord un petit mot sur la statue. La statue qui se trouve devant le bâtiment. C'est la statue de Claude Bernard. Alors Claude Bernard, il était professeur dans cette institution qu'est le Collège de France, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Il est le fondateur de la médecine expérimentale. Il écrit un ouvrage d'ailleurs qui s'intitule Introduction à la médecine expérimentale, qui date de 1856 si mes souvenirs sont bons. Alors,
Oui, parce qu'avant lui, la médecine était très théorique, et à partir de Claude Bernard, on a commencé à essayer de comprendre comment fonctionnait vraiment la physiologie de l'être humain. Donc on a raisonné en termes de physique, de chimie, de biologie, et puis en fonction des grands principes qui prévalaient, entre autres dans l'Antiquité ou encore dans le Malade imaginaire de Molière. Vous vous souvenez peut-être à un moment donné, tous ces médecins, ces savantissimi doctores, qui sont autour c'est quoi, c'est Harpagon ou Argan plutôt, qui est hypocondriaque et qui souffre de tas de maux imaginaires. Alors le bâtiment qui est derrière, c'est donc le Collège de France. Alors le Collège de France, c'est le sommet de la carrière universitaire. Vous vous souvenez tout à l'heure en vous parlant de la Sorbonne, je vous disais que c'était le quasi-sommet. Parce que quand vous êtes au Collège de France, alors là c'est le top. Pourquoi? Parce que tout d'abord il est très difficile d'y rentrer. Il y a une 50aine de professeurs qui enseignent toutes les disciplines au Collège de France. Et d'ailleurs, il suffit de voir le contenu du petit médaillon qui se trouve dans le fronton qui surplombe la porte d'entrée. Il y est indiqué Docet Omnia, ce qui veut dire qu'au Collège de France, on y enseigne toutes les choses. Et ce Collège de France, en fait, a été créé en 1530 par Guillaume Budet. C'est un humaniste qui, parce qu'à la Sorbonne, l'enseignement était tout à fait figé, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, a proposé à François Ier de créer un établissement où l'on puisse enseigner d'une manière beaucoup moins figée en tout cas que à la Sorbonne, et surtout où on puisse y enseigner des disciplines qui n'étaient pas enseignées à la Sorbonne. C'est ainsi qu'en 1530, 6 chaires, si vous voulez, ont été créées au collège, qui ne s'appelait pas encore le Collège de France, mais le Collège Royal. Il y avait une chaire de mathématiques, il y avait également 3 chaires d'hébreu et 2 chaires de grec. C'était des matières qu'on n'enseignait pas à la Sorbonne. Et à partir du XVIe siècle, et l'époque de l'humanisme, on se rend compte que pour pouvoir comprendre la Bible, il ne suffit pas de se référer à la Vulgate, c'est-à-dire à la traduction officielle de la Bible qui avait été élaborée par Saint Jérôme au 5e siècle de notre ère, mais qu'il fallait retourner au texte primitif, c'est-à-dire le grec, parce que la Bible a été traduite de l'hébreu en grec au 2e siècle avant notre ère, à l'époque hellénistique, dans le royaume des Lagides, et d'autre part, parce que l'hébreu, évidemment, c'était la langue initiale de la Bible. Et que donc, si on voulait vraiment comprendre la Bible sans faire d'erreur de contenu et d'interprétation, il fallait évidemment connaître toutes ces langues. Les mathématiques, effectivement, ne s'en enseignaient pas non plus au Collège de France. Alors, le Collège de France porte ce nom depuis, en fait, le 19e siècle. Il a porté successivement, pendant tout l'Ancien Régime, le nom de Collège Royal. À la Révolution française, il s'est appelé Collège de France pour une période assez courte. Puis, à l'époque de Napoléon, Collège impérial. Puis, à la Restauration, il s'est nouveau réappelé Collège Royal. Et c'est donc, je dirais, sous la Troisième République, qu'il a pris définitivement son nom actuel. Alors, quelle est l'originalité du Collège de France à l'heure actuelle? C'est qu'on y enseigne toutes les matières, mais ça, vous allez me dire, c'est le principe de n'importe quelle université, sauf si vous avez des facultés spécialisées. Mais, c'est que c'est un enseignement de très haut niveau où n'importe qui peut rentrer. Pour moi, c'est l'établissement d'enseignement supérieur de mes rêves. Vous pouvez y rentrer maintenant si vous voulez. Vous devez quand même arriver au début du cours. Au milieu du cours, là, effectivement, c'est pas possible. Il suffit que vous arriviez avant le cours sans aucune inscription et n'importe qui peut y rentrer. Et vous avez les plus grands, parmi les plus grands professeurs d'Europe, si pas du monde, qui enseignent là. Donc c'est quelque chose de formidable. En revanche, le Collège de France ne décerne aucun diplôme. Vous avez plusieurs prix Nobel qui enseignent là. D'ailleurs, quand vous voyez sortir un professeur comme maintenant, je ne sais pas si c'est un professeur du Collège de France, mais ce sont souvent des académiciens de prix Nobel. Je peux vous dire, ce sont des professeurs tout à fait remarquables. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais venu ici avec des étudiants de Nivelles, et on a vu justement Treif Coppens, que vous connaissez sans doute, le grand préhistorien qui a fait des émissions sur la préhistoire.
Ça vous dit peut-être quelque chose. Il venait donner son dernier cours au Collège de France parce qu'il avait 70 ans à ce moment-là. Maintenant il est retraité, il venait donner donc sa leçon qu'on appelle la leçon terminale. Or, les professeurs du Collège de France ne doivent donner que 20 heures de cours par an. Le reste du temps, ils font de la recherche. Vous y trouvez les plus grands physiciens, par exemple, à l'heure actuelle, il y a Pierre-Louis de Gennes qui a eu le prix Nobel qui enseigne là. Qui avez-vous encore Lévi-Strauss, le grand anthropologue, a enseigné ici aussi. Henri Bergson, le philosophe. Renan, enseigné ici au XIXe siècle. Michelet, le grand historien. Je vous ai parlé de Claude Bernard. Et alors, comme égyptologue, vous avez Jean-François Champollion. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé quand on a vu l'obélisque du Luxor sur la place de la Concorde. Eh bien, on va peut-être rentrer maintenant dans la cour centrale du Collège de France et vous allez voir que, au cœur de cette cour, vous avez donc la statue de Champollion pensif. À l'arrière, vous avez une autre petite cour dans le Collège de France, une cour qui se trouve de ce côté-là, à droite, où vous avez la statue de Guillaume Budet, qui est le fondateur du Collège de France, grâce à la bienveillance de François Ier. Voilà. Il faut évidemment arriver 5 minutes avant de débuter le programme, parce que 10 minutes, ça ne fait pas bien. Il suffit de demander le programme artistique. Alors, nous sommes ici à un croisement, un carrefour qui est le plus vieux carrefour de Paris. En effet, nous nous trouvons au croisement de la rue Saint-Jacques et de manière perpendiculaire, transversale, ici, le boulevard Saint-Germain. Il se fait que quand les Romains arrivaient quelque part, vous avez lu Astérix, vous savez comment ça se fait quand on établit un camp romain, on trace 2 droites perpendiculaires et on établit son camp en creusant des tranchées, etc. Ici, nous nous trouvons à la croisée d'une part de ce qu'on appelle le cardo et d'autre part le decumanus, c'est-à-dire de ces 2 droites qui partaient du nord vers le sud et de l'ouest vers l'est et qui déterminaient le cœur de la cité. Voilà, donc ça remonte à plus de 2000 ans, on est bien d'accord. Voici Notre-Dame, je n'ai pas besoin de dire de Paris, même si on a envie d'accoler directement ce complément déterminatif, ça paraît tellement naturel, et qui nous est connu, je dirais, surtout dans l'imaginaire des gens par le fameux roman que Victor Hugo lui a dédié au XIXe siècle. Ce roman situe son action au XVe siècle. Il y a comme personnages principaux, vous vous souvenez du dessin animé, si vous n'avez pas lu les 5 volumes de l'ouvrage, Quasimodo et Esmeralda principalement. Alors, cette cathédrale a été construite au XIIIe siècle. Alors, le XIIIe siècle, c'est le siècle de Saint-Louis. C'est l'apogée du Moyen-Âge en France. Le XIIIe siècle est également l'époque où un style architectural qui n'existait pas auparavant va connaître un succès fulgurant. En effet, au XIe et au XIIe siècle, l'art qui domine en Europe, c'est l'art roman, marqué par l'arc en plein cintre qu'on a pu voir ce matin sur l'église de Saint-Germain-des-Prés. Toutefois, cet exemple-là n'était peut-être pas idéal parce que les églises romanes sont des monuments assez massifs avec des murs très épais parce que l'on n'a pas encore trouvé à ce moment-là les techniques qui permettent de construire des édifices élevés. En effet, dans l'art roman, toute la pression repose sur la clé de voûte et par conséquent, il ne peut pas y avoir trop de poids
au-dessus de cette clé de voûte. En revanche, avec l'art gothique, naît l'arc ogival. L'arc ogival, vous en avez de nombreux exemples ici à Notre-Dame, mais il suffit tout simplement de regarder le porche d'entrée. En fait, un arc ogival, c'est un arc, en fait, ce sont deux arcs brisés, hein, qui ont la forme justement d'une ogive, comme on dit, une ogive nucléaire, donc comme un obus. Et par conséquent, la pression de la partie supérieure de l'édifice va pouvoir glisser, reposer sur les deux parties de l'arc et non plus sur la clé de voûte comme dans l'arc roman. On peut donc construire des bâtiments beaucoup plus élevés où les fenêtres sont plus nombreuses, les murs sont moins épais, la lumière peut rentrer beaucoup plus aisément dans l'édifice et la lumière, d'un point de vue métaphorique, renvoie à l'image de Dieu. Autrement dit, c'est la lumière divine qui pénètre à l'intérieur de l'édifice et permet aux fidèles de se rapprocher ainsi de la divinité. Au-dessus du porche, vous avez une rosace, ce qui n'existe pas dans l'art roman, c'est-à-dire une fenêtre qui a une forme circulaire et qui, comment dirais-je, dans laquelle on trouve des vitraux colorés qui permettent donc de faire entrer une lumière colorée à l'intérieur de l'édifice. Alors, qu'est-ce qui frappe également en voyant cet édifice? C'est qu'au-dessus du porche et en dessous de la rosace, entre les deux, vous avez une succession de personnages couronnés. Au moment de la Révolution française, ces personnages ont été très très abîmés. Des vandales, des révolutionnaires ont détruit ces statues. Bon, vous les voyez dans leur état restauré maintenant, parce que les gens du peuple croyaient qu'il s'agissait des rois, mais des rois de France. En fait, pas du tout. Il s'agit des rois des tribus d'Israël et des ancêtres, en fait, des descendants de David, qui ont régné sur Juda et sur Israël, donc sur les deux royaumes hébreux. Vous voyez qu'ici, les tours sont symétriques, mais c'est relativement rare. Pourquoi? Parce que dans l'art gothique, en tout cas pour les grandes cathédrales du Moyen-Âge, la construction des bâtiments prenait plusieurs siècles parfois. 150, 200 ans. La cathédrale de Strasbourg n'a été elle-même terminée qu'au XVIIe siècle, alors qu'elle remonte au Moyen-Âge. Et c'est ce qui explique que, parfois, pour des raisons de manque de moyens, à un moment donné, mais l'argent ne suit plus, et vous avez parfois des cathédrales comme ça, dont une des deux tours est plus petite que l'autre, parce que simplement on n'avait plus assez d'argent que pour construire l'autre à la même hauteur que sa voisine. Et puis c'était construit sur plusieurs siècles, ce qui veut dire que parfois vous avez des mélanges de styles. Et que le style gothique, il a connu parfois certaines modifications avec les années et avec les siècles. Vous voyez apparaître sur la partie qui se trouve donc latérale de l'édifice, vous voyez des gargouilles. Les gargouilles, ce sont donc pas des corniches, je ne trouve plus le mot, des gouttières, voilà, qui permettent d'évacuer les eaux du toit loin de la façade pour éviter évidemment qu'il y ait que l'eau ne dégouline et ne laisse des traces verdâtres, jaunâtres ou brunâtres le long de l'édifice. Et ces gargouilles ont souvent des formes démoniaques. C'est une manière de faire sortir le mal de l'édifice. Donc c'est pas par hasard qu'elles ont des têtes de monstres. Et justement, si vous avez vu le dessin animé Notre-Dame de Paris avec Quasimodo, vous vous souvenez qu'il y a peut-être trois gargouilles, c'est Rocaille, Muraille, je ne sais plus comment s'appelle la dernière, qui jouent un rôle très sympathique d'ailleurs dans ce dessin animé. Alors, nous nous trouvons donc sur le côté de la cathédrale et l'on voit de manière très apparente que pour soutenir le mur et donc pour éviter que les poussées qui viennent d'en haut et
qui évidemment aurait tendance à faire éclater l'édifice, eh bien son contenu, ces forts sont contenus d'une part par des arcs-boutants, vous les voyez, ce sont ces parties circulaires, et d'autre part des contreforts. Et donc ceci permet de contenir justement les poussées qui viennent d'en haut, et les poussées latérales. Donc c'est un moyen supplémentaire. Et ici on voit bien les gargouilles juste au-dessus des contreforts.